Bonjour, je vous invite à venir découvrir la préhistoire bretonne dans une longue promenade de près de 1 million d'années qui va nous faire parcourir le paléolithique, le mésolithique, le néolithique et l'âge des métaux. Et là, on va pouvoir découvrir à la fois les occupations du territoire, les types d'individus qui se sont présentés les uns après les autres et également l'organisation des sociétés. Le paléolithique commence aux alentours, pour nos régions armoricaines, de 750 000 ans avant Jésus-Christ, par une présence d'hominidés qui sont des pré-néandertaliens, qui arrivent probablement par le sud de l'Europe et qui donc vont venir s'installer ou circuler sur la Bretagne. On va découvrir par exemple dans la moyenne vallée de la Vilaine des emplacements, enfin des restes de leur passage à travers un outillage très fruste, des choppers aménagés dans des grès lustrés qui sont datés aux alentours de 750 000 ans avant Jésus-Christ. Ces petites communautés, ces clans, sont installés dans une errance à la recherche de nourriture. Ce sont des déplacements non réfléchis. Ils vivent de prédation en mangeant éventuellement même de la charogne et donc ne vont rien laisser, ne vont rien construire. Ils vont prélever sur la région des pierres qui correspondent à leurs besoins pour découper de la viande, pour couper du bois. Et puis ces gens-là sont dans cette errance à la recherche de nourriture. Une évolution va commencer à apparaître quelques centaines de milliers d'années plus tard, à partir de 400-450 000 ans avant Jésus-Christ, où là, ces gens qu'on va retrouver, ces groupes qu'on va retrouver sur tout le pourtour du littoral armoricain, va se marquer, leur présence va se marquer par des foyers. Les foyers les plus anciens qu'on connaisse en Europe ont été découverts à Plouhinec, dans le Finistère, sont datés de 450 000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est déjà dans une démarche réfléchie, on est dans un nomadisme organisé, et les communautés vont commencer à sans doute cuire de la viande, vont se réchauffer auprès du feu, et vont peut-être également profiter de cette lueur incandescente pour se protéger des animaux prédateurs. Donc ces communautés qui sont passées de prédateurs et dans une errance à un nomadisme organisé vont continuer à évoluer et vont devenir de véritables chasseurs. Ils vont à la fois chasser du petit gibier avec des armes très simples, des épieux, du piégeage, vivre également de la cueillette, et puis commencer à améliorer l'outillage qui leur permet de découper le gibier chassé. C'est-à-dire qu'on va commencer à trouver les premiers grattoirs, les premiers racloirs, également ce sera suivi par des bifaces, qui sont déjà des outils beaucoup plus évolués, qui sont taillés quand ils le peuvent en silex, mais comme on n'a pas beaucoup de silex en Bretagne, on va utiliser des roches de remplacement, le quartz, le grès lustré ou autre. Et à partir de cet outillage frustre, vont réussir à subsister et à laisser des traces de leur passage. Ces traces de leur passage sont marquées bien sûr par des foyers, comme je le disais, mais aussi par des restes de dépôts culinaires ou des débitages de silex qu'on va trouver sur les emplacements où ils se sont installés pour une durée relativement courte. Là, on a brossé toute la partie de la préhistoire ancienne et on arrive aux alentours de 30 000 ans où toute la période avant, on a affaire à des pré-néandertaliens et des néandertaliens. À partir de 30 000 ans avant Jésus-Christ, on va voir une nouvelle race d'individus apparaître, qui sont vraiment les Cro-Magnons, c'est-à-dire des Homo sapiens sapiens, ce qu'on est aujourd'hui. Et ces gens-là vont commencer à se fixer sur des territoires avec de vastes espaces, avec des camps de base,
des emplacements de chasse, des camps temporaires de chasse, qui sont sur les lieux de transhumance des troupeaux. Et sur ces lieux, on va voir des distinctions en fonction de l'habitat, c'est-à-dire sur les lieux de chasse, on va voir des restes de campements de fortune, à savoir des galets aménagés en cercle comme pour tenir une tente en forme de tipi. Dans les camps de base, on va avoir des emplacements situés soit dans des abris de grottes, mais on n'en a pas beaucoup en Bretagne, on en connaît quelques-uns comme à Guiclan, comme également du côté de la pointe du Crozon ou du côté d'Audierne. Mais la géologie de l'Armorique ne donne pas d'abri ou très peu d'abri à ces gens-là. On connaît également dans la Rance 2 ou 3 emplacements comme Saint-Suliac, où là on a un petit abri sous roche qui date de cette période, de la fin du Paléolithique, aux alentours de 100 000 avant Jésus-Christ, où on va trouver de l'outillage en grès lustré, c'est-à-dire des lames retouchées, des bifaces, et puis un certain nombre d'outillages déjà très évolués. On a également, depuis quelques années, découvert en Bretagne des traces de l'art paléolithique, puisque dans les grottes de Plougastel d'Aoulas, on a retrouvé des plaques de schiste qui sont gravées et décorées avec des silhouettes d'animaux et puis d'autres décors abstraits. Donc l'art n'est pas étranger à l'Armorique. L'art paléolithique est pratiqué, ne peut pas être comparé à celui qu'on connaît dans la vallée de l'Homme ou dans le sud de la France, mais on a déjà des communautés bien installées qui savent manifester leur intérêt pour leur environnement à travers les reproductions d'animaux qui sont faites sur ces plaques de schiste. Le paléolithique va prendre fin aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ pour schématiser, et on va rentrer dans une nouvelle ère qu'on appelle le mésolithique. Le mésolithique est spécifique et va durer jusqu'aux alentours de 5000 ans avant Jésus-Christ, 5500 ans approximativement, et on va voir à ce moment-là des communautés qui vont s'installer sur le littoral ou en bordure du littoral. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avec les variations dues aux dernières glaciations urnes, on a une remontée du niveau de la mer qui commence à dessiner le contour de la Bretagne. La mer, qui est remontée de 160 mètres, vient s'appuyer sur les premières falaises du nord et vient lécher les grandes plages du sud. Et là, on va retrouver une suite de zones d'occupation des communautés mésolithiques qui, elles, vont se distinguer par la taille d'outils composites. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas de silex, ils vont tailler dans les rognons remontés du fond de la mer des microlithes qui vont pouvoir assembler sur des armatures en bois ou en cornes de cerf ou en os pour pouvoir faire des outils. On va voir également apparaître les premiers arcs pour la chasse. C'est à un moment où la végétation change du fait du réchauffement climatique et les techniques de chasse sont obligées d'évoluer également. Et donc, sous un couvert végétal qui commence à s'installer, on abandonne le propulseur qui était apparu à la fin du Paléolithique avec ses grandes sagaies, et on va pratiquer la chasse à l'arc. Donc on va faire des pointes de flèches très fines qui vont permettre de chasser à distance. On n'est plus obligé de rentrer en contact avec l'animal chassé. Ces communautés du Mésolithique vont s'installer dans des territoires déjà plus identifiés et où on va vraiment distinguer des camps de base et des camps temporaires qui sont des camps de chasse. Les camps de base sont généralement le long du littoral ou à l'abri de surplombs rocheux. Donc là, on va retrouver des foyers, on va retrouver des quantités de restes culinaires, à savoir qu'on appelle des escargotières, des véritables collines de coquillages, soit d'escargots, de gastéropodes, soit de coquillages prélevés sur la mer. Et donc, on a affaire à des camps de base où on va retrouver des communautés qui vont à certains moments se déplacer, ou une partie de la communauté va se déplacer pour suivre la pérégrination des animaux, pour se placer dans des endroits
sur des points d'eau où là, on va retrouver les camps de chasse. Et sur les camps de chasse, on a affaire en règle générale à des chasseurs, hommes et femmes. On retrouve également du débitage et de la boucherie effectuée sur place, des traces de débitage, du silex taillé pour pouvoir découper la viande, pour pouvoir épioter les animaux. Et ce sont des camps temporaires. Les communautés reviennent avec leur gibier jusqu'au camp de base pour entretenir la communauté restée sur place. Simultanément, on commence à voir près de ces camps de base, qui sont des camps qu'on peut quasi admettre comme permanents, les premières nécropoles qui se mettent en place. On a un exemple en particulier très frappant, qui est celui de Téviec, dans l'extérieur de la presqu'île de Quiberon, en face du fort de Penthièvre, où on a un petit îlot, ce qui est devenu aujourd'hui un îlot par la remontée du niveau marin, où on a une nécropole qui regroupe une trentaine de tombes de cette période-là, où sont placés des individus soit seuls dans une tombe, soit à plusieurs dans la même tombe, et quelquefois des sépultures collectives, mais avec des inhumations différées. Ces individus dont on a la chance d'avoir pu retrouver les ossements qui ont été préservés par les apports calcaires nous montrent qu'on a affaire à des sujets jeunes qui, pour la plupart, ont eu une fin de vie très difficile, puisqu'on a 2 jeunes femmes dans une tombe qui sont décédées suite à des agressions, puisqu'il y a une a beaucoup de fractures, l'autre a une blessure temporale. Un jeune garçon dans une tombe un peu plus loin nous montre que 2 flèches lui ont été tirées, dont une lui a été tirée dans le dos et manifestement lui a ôté la vie, et on la trouve plantée dans l'intérieur de ses côtes. Ce pauvre garçon avait déjà subi une blessure préalable, puisqu'il avait eu la mâchoire complètement défoncée, et qui s'était ressoudé et mal ressoudé. Il devait avoir des difficultés de mastication et de langage. Ces communautés qui sont installées sur des territoires qu'ils commencent à organiser sont de véritables chasseurs, même s'ils sont des prédateurs, et ont suffisamment d'aisance pour nous permettre de constater un véritable essor démographique. Et là, il va y avoir une rupture très nettement marquée, qui va nous amener une nouvelle culture qu'on appelle le néolithique. La culture du néolithique qui va succéder au mésolithique apparaît en Armorique aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ. Elle nous vient du Proche-Orient, c'est-à-dire du fond du bassin méditerranéen, d'un secteur compris entre la Turquie et le Liban qu'on appelle le croissant fertile, où ces gens-là, depuis 8000 ans avant Jésus-Christ, ont déjà compris que l'élevage et l'agriculture leur apportaient une aisance assurée et une subsistance également constante. Donc on va voir 2 courants qui vont partir de ce fameux croissant fertile. On va voir le courant rubanais qui va remonter toute la vallée du Danube et traverser la France, abordant la France du côté de l'Alsace aux alentours de 5500 ans avant Jésus-Christ. Et puis il va y avoir un deuxième mouvement migratoire qu'on appelle le cardial, parce que les poteries sont décorées avec un coquillage qui s'appelle le cardium. Et le cardial va suivre les côtes méditerranéennes pour arriver dans l'embouchure du Rhône, remonter le Rhône et rencontrer la culture rubanais aux alentours de la Bourgogne et au sud de l'Alsace. Ça va nous donner une autre culture par la cohésion de ces 2 groupes qui va s'appeler ce qu'on appelle le VSG, le Villeneuve-Saint-Germain, qui va donner un type de poterie bien spécifique. Ces communautés vont s'installer sur des territoires identifiés. Et puis vont continuer à progresser vers l'ouest pour arriver en Armorique aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ. 5000 avant Jésus-Christ, les cultures mésolithiques qui étaient là vont subir un brutal changement, et les néolithiques qui vont passer donc de prédateurs à producteurs vont s'installer sur des territoires parfaitement identifiés.
Leur territoire va être partialisé, va être organisé avec les lieux de vie qui sont dans les vallées, près des points d'eau, où on va avoir des habitats, soit des maisons collectives ou des maisons individuelles. On connaît des grandes maisons collectives comme celle de Pléchâtel qui faisait pratiquement une centaine de mètres de longueur, mais il y a aussi des maisons individuelles. Et puis sur ces territoires, les néolithiques vont créer des lieux de mort dédiés à leur mort, puisqu'il y a un véritable culte des ancêtres. Et donc on va commencer à construire les premiers grands mégalithes, c'est-à-dire les cairns, qui vont être placés sur des points culminants. Ce sera suivi ensuite par les allées couvertes. Parallèlement à ça, dans un niveau intermédiaire, un plateau intermédiaire, on va voir apparaître les premières pierres levées qu'on appelle les menhirs, et ces pierres levées vont s'organiser en fonction de la géologie et peuvent se développer sur des champs très très longs. Donc les territoires sont parfaitement identifiés, soit par des accidents géologiques, soit par le réseau hydrographique, mais on peut les retrouver dans la multiplication justement de ces organisations, à savoir habitats, funéraires et champs de mémoire que sont les pierres levées. Ces néolithiques, qui pratiquent l'élevage et l'agriculture, vont devenir suffisamment producteurs et productifs pour pouvoir disposer du temps pour se lancer dans la grande construction de ces mégalithes. Et également, pour honorer leurs morts, qui sont placés donc dans ces monuments funéraires, ils vont entreprendre les premières grandes expéditions pour aller chercher des pierres semi-précieuses jusqu'en Espagne, comme la varicite, qui va être transformée en bijoux, en pendeloques, en colliers, qui vont accompagner les morts dans les sépultures. Nous irons chercher également du jaspe dans les Pyrénées ou jusque dans les Alpes. Et donc on a des déplacements sur des grandes distances qui sont constatés. N'ayant pas de silex à disposition, les cultures néolithiques vont s'accaparer d'une autre roche bien connue en Bretagne, qui est la dolérite de type A, qui est une roche microgrenue avec du minerai de fer, qu'on trouve dans le secteur de Plussulien. Et à partir de cette roche, vont tailler les très belles haches polies qu'on connaît actuellement, qui seront disséminées sur une bonne partie de ce qui correspond à toute la France, voire sur les îles anglo-normandes, dans le sud de l'Angleterre, et même jusque dans les contreforts des Pyrénées. Ce qui nous prouve qu'à cette époque-là, les mouvements et les déplacements de ces populations sont très importantes, que si on ne peut pas encore parler de commerce, au moins il y a des échanges répétitifs qui se font. Ces communautés, avec leur grande rentabilité, construisent des très grands monuments qui vont commencer à marquer l'identité de la culture armoricaine, et cette identité va finir par s'essaimer sur une bonne partie de la façade atlantique. Puisqu'on constate aujourd'hui que les grands mégalithes, dont les plus anciens sont ceux de Barnenaise, dans le Finistère, au nord de Morlaix, dans le sud, on a du côté de Tumulus Saint-Michel, et on en a un certain nombre d'autres tout autour de la Bretagne, on va le retrouver essaimé sur toute la façade atlantique, c'est-à-dire le Pays de Galles, l'Irlande, jusqu'au Danemark et également jusque le long de la mer du Nord. Et si on descend plus vers le sud sur l'Atlantique, on va les retrouver jusqu'à la pointe, pratiquement jusqu'au détroit de Gibraltar, avec une petite entrée en Méditerranée. Donc la culture mégalithique part bien et prend naissance en Bretagne aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ et va s'essaimer sur toute la façade atlantique, ce qui nous montre qu'on a des échanges à longue distance et que ces gens-là qui ont pu, pas imposer, mais peut-être inviter à ces constructions mégalithiques, ont su se faire comprendre et qu'on a donc l'origine d'un langage commun qui est capable de permettre aux communautés d'échanger à la fois des techniques de construction, de commercer, et ce langage commun n'est pas celui qu'on pense et qu'on qualifie souvent de celte, mais il remonte à des périodes beaucoup plus anciennes qui sont probablement du début du néolithique. Ce néolithique va continuer d'évoluer jusqu'aux alentours de 2000-2200 ans avant Jésus-Christ,
où ces communautés rentables vont se multiplier. Et puis, il va y avoir un mouvement de bascule qui va arriver de l'extérieur. La Bretagne, peut-être par sa position péninsulaire excentrée, va louper, je dirais, l'âge du cuivre. Les quelques pièces en cuivre qu'on connaît en Bretagne nous viennent de l'extérieur. Mais par contre, elles vont se lancer de plein pied dans l'âge du bronze, qui est un mélange du cuivre et de l'étain.